Bonjour et bienvenue dans les chroniques spirituelles de Jyotish Mati. Un jour j'ai découvert le yoga et j'ai rencontré mon premier maître de yoga et très vite derrière est venu l'Ayurveda. Et les deux ensemble ont été comme une révélation. J'ai fait des rencontres exceptionnelles qui m'ont amené là où je suis maintenant et j'ai vraiment très envie de pouvoir transmettre ces outils à ceux qui sont peut-être aussi en recherche de plus de sérénité, de plus d'éveil de conscience. Alors on y va. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième podcast. Je suis contente de t'accueillir, je suis contente que tu viennes pour m'écouter et je voudrais te parler aujourd'hui de la Guru Shishya et aussi des deux voies du yoga que nous, en tant que professeurs, on voit apparaître ces dernières années. Donc je vais commencer par ça. Ces dernières années, on est dans un monde d'hyper-communication dans lequel tout va tout vite, tout de suite. Et dans lequel il y a tellement d'informations qu'il finit par y avoir une désinformation. De plus, tu rajoutes à ça tous les gens qui ont envie de se reconvertir professionnellement et de se déployer sur les réseaux sociaux et qui commencent à mettre en place des vidéos, yoga, etc. et qui ne sont pas forcément des personnes professionnelles et surtout des gens qui ne connaissent pas forcément le yoga mais qui sont simplement de bons pratiquants au niveau physique. Donc voilà, je voudrais un peu te parler de ça et de ce qu'est vraiment le yoga. J'en ai déjà un peu parlé dans mon premier podcast. C'est que si tu cherches, si tu es à la recherche d'une formation dans laquelle tu vas pratiquer un sport, vraiment une discipline physique dans laquelle tu vas te confronter à ton ego pour essayer de performer, bien tu vas trouver ton compte dans des formations courtes et dans lesquelles on te fait souvent des démonstrations de posture assez intenses. Et puis, nous, un peu dans le monde du yoga, quand j'entends mes collègues de la fédération qui donnent leur avis, on est un peu contre ça parce que nous, on a eu la chance de passer encore dans cette période où le yoga, c'est avant tout un engagement et un parcours d'évolution spirituelle et personnelle. Et c'est vraiment là qu'on peut trouver un intérêt à se transcender, à se transformer à travers le yoga. Parce que justement, le yoga, c'est pouvoir dissoudre l'ego et c'est pas en allant chercher la performance à tout prix ou en ayant le plus beau maillot qu'on va être le meilleur prof de yoga. Donc on est plutôt adepte de la formation longue en 500 heures et en 4 ans parce que moi j'observe mes élèves qui sortent de quatrième année. Au bout de quatrième année, il y a plein de bonnes bases qui sont acquises, il y a énormément de connaissances qui sont acquises, mais on est un peu professeur du yoga débutant. Il va falloir après acquérir de l'expérience pour pratiquer, pour donner cours et surtout pour ne pas que les élèves se blessent, pour ne pas que les élèves s'aggravent au lieu d'aller mieux, puisque un pranayama qui est mal pratiqué, ça peut abîmer le cœur, ça peut abîmer les poumons, et ça, très 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 peu de gens qui pratiquent des techniques de yoga le savent. Il y a vraiment que les gens qui sont professionnels. Il y a aussi tout cet aspect du yoga qui est avant tout philosophique. Donc avant tout, on transmet, c'est pas pour rien que le premier sutra, Yoga Sutra de Patanjali, nous dit donc en sanskrit Hatha Yoga Nushasanam. Hatha Yoga Nushasanam, ça veut dire ici, maintenant, commence l'enseignement du yoga. Et sous-entendu derrière cette première phrase, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un parcours énorme avant, juste au moins savoir peut-être de quoi on parle, qu'on arrive comme on arrive avec sa nudité, avec ses difficultés, avec ses illusions, etc. Et qu'on s'engage en tant qu'élève à entrer dans un parcours du yoga et un gourou, puisqu'on appelle un gourou en Inde, je vais t'expliquer après pourquoi, et parler de la Guru Shishya. Un gourou accepte de prendre un élève sous sa coupe, sous son aile, et de lui transmettre les enseignements qui vont d'abord être des enseignements pour aider l'élève à se libérer, à se transformer et à acquérir cette harmonie
qui est la définition même du yoga entre, donc c'est l'union entre le corps, l'esprit et ce mental qui peut s'apaiser, qui peut se mettre au service de notre âme, au service de ce qu'on appelle notre purusha. Alors on aura l'occasion largement de discuter de tout ça, parce que j'ai vraiment cette intention de donner régulièrement des petits podcasts avec des informations intéressantes à ce sujet-là. Donc dans la formation, la Guru Shishya, c'est important. Donc je viens au mot gourou. Le mot gourou chez nous, ça a une connotation assez sectaire parce qu'il y a eu plein de dérives et comme il y en a aussi parfois, il y a eu des dérives de professeurs indiens et pas que indiens, américains, etc., qui ont un peu abusé de leur pouvoir, qui sont retombés dans les pièges de l'ego. Tout ça est dans les enseignements de Patanjali, est dans les risques. Donc, c'est important de garder l'humilité. Mais en fait, goût, c'est vivre dans l'obscurité qui nous voile la réalité objective. Et roux, c'est lever les voiles de l'illusion pour aller vers la lumière. Donc, gourou signifie quelqu'un qui t'aide à passer de l'ombre à la lumière et qui va te guider au fur et à mesure de tes possibilités dans des pratiques que tu vas assidûment répéter en fonction de ton âge, de ton état physique. On appelle ça les kramas. Donc en fait, de ton niveau de pratique, tu vas pouvoir aller de plus en plus loin et maîtriser pour pouvoir à un moment donné, à ton tour, apprendre à transmettre. Parce que ça a l'air tellement facile de donner cours. Et puis quand tu enseignes, tu t'aperçois que les élèves n'ont pas du tout la même carte du monde que toi et qu'il faut vraiment avoir une capacité à les guider progressivement dans ce qu'ils sont capables d'accueillir en fait. C'est vraiment ça, pouvoir accueillir la pratique et être prêt à la conscientiser. La Guru Shishya, c'est la relation de confiance entre l'élève et le maître et aussi entre le maître et l'élève. Parce que le maître s'engage à transmettre des enseignements qu'il reçoit depuis des années, qu'il a pratiqué et expérimenté. Donc, il fait confiance à l'élève en lui transmettant. Hatha Yoga Nushasanam. Maintenant commence l'enseignement du yoga dans le respect d'une tradition ancestrale, d'une transmission du maître à l'élève. Et à l'inverse, l'élève reçoit cet enseignement qu'il s'engage à utiliser à bon escient. Et alors le but de lucre, on pourrait en parler des heures, hein, on a tous besoin de manger, on a besoin de gagner notre vie, donc si on en fait un métier en tant que professeur de yoga, bah forcément, il y a besoin qu'il y ait un échange et un équilibre, mais sans le désir surtout de prendre le pouvoir sur les gens. Et c'est très très compliqué. C'est parfois très très compliqué parce que justement, je parlais tout à l'heure de ce yoga à deux vitesses. Beaucoup de gens maintenant ne sont pas dans la conscience. Ben ça, il y en a vraiment énormément, mais on en fait tous partie. On a tous nos parts de conscience et d'inconscience. Mais les gens arrivent au yoga en imaginant qu'ils vont recevoir un enseignement, être compétents dans 200, 300, 500 heures. Et si à un moment donné, ils sont confrontés à leur peur, à leurs démons, à leur voile de l'obscurité, ils vont avoir tendance, si ils ne sont pas prêts, donc si tu te trouves dans cette situation et que tu n'es pas prêt, en fait, tu commences à souffrir parce que tu n'arrives pas à dépasser une difficulté. Je parle même pas de pratique physique, hein, je parle de sortir d'un schéma de pensée. Alors, je vais essayer de prendre un exemple concret. On va faire un lien avec la vie privée. On va parler des croyances. Donc, si tu es un peu branché psycho, tu connais un peu c'est quoi les valeurs et les croyances. Quand on entre dans un cheminement du yoga, on apprend à se respecter, à sentir quand on gaspille son énergie ou quand on justement la rassemble pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir s'aider soi-même et à faire ce qui est juste pour nous. Donc à respecter ce que nous sentons qui est bon pour nous, vraiment à l'intérieur. Ça demande au niveau familial, déjà dans le cercle intérieur,
qu'il y ait un certain degré d'acceptation ou alors que plusieurs personnes soient sur ce même visuel, sur cette même perspective d'être dans une démarche, par exemple, hein, de vie saine, de prôner justement des pratiques qui nous mettent en bonne santé, d'adopter une alimentation qui nous met en bonne santé, euh, sans aucune pression, parce qu'on n'est pas obligé d'être végétarien. Ça, c'est vraiment une question de choix personnel et on n'est pas du tout dans le yoga quand on essaie d'imposer aux autres que le végétarisme est mieux qu'autre chose, puisque là, on est juste avec notre ego qui impose aux autres. Donc, chacun fait vraiment comme il a envie, mais ça peut parfois être inconfortable. Donc, si je prends l'exemple de depuis 30 ans ou 35 ans, je subis, depuis que que je suis en ménage, que je suis partie de chez mes parents, le fait de devoir aller manger chaque week-end, chaque dimanche à midi, chez mes beaux-parents. Donc j'ai la croyance que si je ne respecte pas cet engagement d'aller manger parce que eux, entre guillemets, imposent, en tout cas proposent vivement et vous font très très vite des réflexions parce que ah ben vous ne venez pas dimanche, donc vous allez vous trouver très vite confronté à quelque chose qui vous met mal à l'aise. Donc vous entrez dans une forme d'obligation de si je veux garder un climat sain au niveau familial, bien m'entendre avec mon mari, ma belle famille, mes parents, etc. Le dimanche à midi est consacré à ma belle famille chez qui je vais manger une porchetta, un gigot d'agneau, etc. Rajoutez derrière ça le fait que la viande pour vous c'est difficile et que vous avez envie d'être végétarien. Vous arrivez, vous ne vous servez que de légumes et puis bon bah si vous avez malheureusement affaire à des gens qui sont plutôt fermés et très arrêtés sur leurs idées, vous commencez à subir les réflexions des gens qui vous disent ouais mais c'est parce que tu essaies d'être marginal, tu essaies de ne pas faire comme les autres, il faut toujours que tu fasses autrement, etc. Donc c'est très difficile de dire maintenant ça suffit, je vais me respecter. Et quand on est dans un parcours de yoga, en fait, tout ce qui pouvait être inconscient avant et qui nous forçait à être autre chose que ce que notre destinée nous amène à être, et quand je dis être, je pèse vraiment ce mot être, pas faire mais être, pas faire le repas tous les dimanches dans la famille, mais être en famille et profiter en joie quand je sens que c'est ok pour moi. Euh, tout ce qui nous apparaissait comme plus ou moins supportable avant peut devenir difficile à vivre. Si je travaille 6 jours sur 7 et qu'en plus j'ai ma formation le samedi et que le dimanche c'est le seul jour où je peux me poser, rester un peu chez moi, lire tranquille et que systématiquement chaque dimanche j'ai cette obligation familiale qui vient me pourrir l'existence, quand on entre dans un parcours de yoga, ben ce genre de croyance, on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'il y a une telle souffrance qui s'installe à ne pas se traiter aussi bien qu'on ne le mérite, en s'obligeant à faire quelque chose, pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on est dans une obligation. Ça devient tellement pas juste que si on veut être aligné et être dans l'union avec soi, autant c'est comme ça au niveau des postures et c'est facile quand on est sur son tapis, autant ça va commencer à s'appliquer dans la vie. Donc je vais pouvoir, enfin je vais devoir, j'aime pas utiliser le mot falloir ni devoir, le verbe, mais je vais avoir ce besoin de respecter ce qui est juste pour moi. Alors le plus difficile, je vais toujours rester avec cet exemple d'aller manger le dimanche à midi dans la belle famille. Le plus difficile va être de faire passer le message gentiment et de dire écoute, moi là, je ne peux pas parce qu'au niveau énergétique, je me sens vraiment fatiguée. Alors j'ai envie de vous voir, mais énergétiquement, je ne me sens pas en joie et je me sens me vider de l'intérieur quand j'imagine que je vais devoir sortir de la maison pour venir, alors que je voudrais tellement passer un moment agréable avec toi, avec vous, mais là, ça me coûte trop, j'ai besoin de me rassembler, j'ai besoin de me respecter. Aujourd'hui, mon corps me dit ça. Donc, à travers les changements qu'on opère en tant que professeur de yoga, alors c'est ok, la plupart le vivent assez bien parce que ben voilà, on dit toujours que dans la famille, il faut quelqu'un qui fait les choses différemment. Et puis on a cette chance,
parce que ça, pour ça, c'est vraiment une chance, que le yoga, c'est tout à fait démocratisé, c'est-à-dire que ça fait un peu partie de «Ah tiens, toi tu fais pas de yoga». C'est tellement devenu un phénomène de société que c'est moins marginalisant de dire: «Oh ben, voilà, moi je suis yogi ou je deviens professeur de yoga, je m'engage là-dedans et je change dans ma vie ce qui me convient moins». Donc on apprend à se respecter. Donc ça a quand même un avantage, hein, qu'il y ait ce yoga à 2 vitesses dans lequel on surinforme et on désinforme les gens, c'est que le yoga est devenu populaire. Chose qui n'était pas du tout le cas avant. Et moi, c'était très peu populaire il y a à peine 17 ans. C'était pas très populaire encore le yoga. On en parlait peu. Donc voilà, quand on fait un parcours yoga, on commence à ne plus pouvoir accepter dans son fonctionnement autre chose que ce qui nous convient. C'est pas pour ça qu'on ne peut plus accepter de contraintes. Enfin, moi, je fais toujours ma vaisselle avec joie, je fais à manger avec joie, je nettoie ma maison avec joie, parce que justement, on apprend à tout faire en pleine conscience. Alors, c'est pas évident, on n'est pas toujours en pleine conscience parce que parfois on a le mental qui nous agite un peu le couvercle de la casserole à pression, mais on apprend à faire les choses avec acceptation et avec contentement, mais on ne peut plus aller dans quelque chose qui nous coûte au niveau énergétique si c'est pas juste dans notre vie. Mais ça peut être plein d'autres choses, plein de croyances. On est face à ces difficultés, par exemple au niveau corporel. Si on pense que si je ne suis pas au top de ce que je fais physiquement, ça c'est une croyance que j'ai construite enfant parce que peut-être je pratiquais un sport exigeant ou j'avais des parents exigeants par rapport à l'école qui n'étaient jamais contents si j'avais moins que 10 sur 10. Donc on entre au yoga, on arrive avec cette croyance que ah mais chaque posture de yoga que je vais apprendre, je vais devoir la faire parfaitement. Je ne peux pas faire moins bien que la perfection. Ben, on se casse très très vite les dents. Parce que aussi performant que soient certains yogis que je peux connaître ou observer dans leur pratique, nous avons tous nos postures de prédilection et nous avons tous nos postures dans lesquelles nous sommes faibles. Euh, voilà, il y a les kramas, il y a l'âge qui fait, il y a la condition physique, il y a ce qu'on appelle en Ayurveda le dosha, le tempérament. Quelqu'un qui a un corps vata, qui est très mince, qui est très sec, a beaucoup plus d'affinité pour travailler dans des postures dans lesquelles il peut aller dans des extensions ou dans des torsions, dans des flexions avant beaucoup plus loin. Un corps qui est très pitta va être très fort, très musclé, pouvoir faire des postures très en force, mais pas forcément être très souple, donc ça se travaille énormément. Et à l'inverse, un corps kapha n'est pas très musclé, mais par contre, il y a souvent une hyperlaxité qui fait qu'il faut non pas aller trop loin dans les postures parce que sinon le corps va mal et ça va déclencher des problèmes à long terme de douleur, mais justement aller renforcer la musculature, éveiller la conscience du corps. Donc chaque personne arrive avec un tempérament, qu'il soit physique ou psychologique, qui est différent et va avoir un parcours différent. Et c'est là que toute l'importance du professionnalisme du formateur soit présente, soit là vraiment, sérieuse pour pouvoir guider les élèves. Dans notre école, c'est un choix que j'ai fait, c'est de travailler d'office avec plusieurs personnes, parce que ça nous permet de nous concerter et puis d'avoir un peu nos pôles, entre guillemets, de prédilection par rapport à certaines pratiques ou des connaissances théoriques plus poussées l'une ou l'autre sur certains sujets et une approche, un côté je ne vais pas dire psychologique parce que je ne suis pas psychologue, mais pouvoir avoir une approche en fonction de la personne qu'on a devant soi. Alors comme tout le monde, on est être humain, ça c'est clair. C'est pas toujours évident et puis parfois on est face aux peurs d'un élève ou parfois même de plusieurs élèves qui n'arrivent pas à gérer et qui sont face au mur et qui veulent pas endosser, prendre la responsabilité de leur transformation ou de leur non-transformation et de leur peur et du fait qu'ils sont dans leurs limites. Alors ça c'est moins confortable. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour par rapport
à la Guru Shishya, qui est l'importance d'établir un climat de confiance et en tout cas de faire une confiance par rapport aux initiations qui ne sont pas toujours très confortables. Je voulais parler aussi des maîtres. Moi, je vous ai déjà parlé de trois maîtres, du psychiatre. Quand on entame un parcours de formation professeur de yoga, si on veut vraiment aller dans cette démarche de compréhension de nos voiles de l'illusion, de ses croyances, certaines écoles de yoga où certains de mes profs sont pas d'accord en disant non, les enseignements philosophiques suffisent, mais Pierre, mon professeur actuel dans le deuxième Akarya Yoga que je suis, a cet avis que si on veut vraiment aller au fond des choses, c'est peut-être important d'aller aussi sur le divan. Parce qu'il y a des choses qu'on a peut-être à nettoyer et à comprendre sur soi-même. Donc voilà, pour moi, le yoga, c'est tout ça en fait. C'est pas du tout un parcours anodin, c'est pas du tout forcément un parcours physique, même s'il y a une bonne part de physique. C'est un huitième. La pratique physique des asanas, c'est un huitième des enseignements yoga en termes de catégorie. Donc c'est une catégorie sur 8. Si on parle en termes de matière, ça doit probablement représenter un centième des apprentissages du yoga. Donc c'est vraiment très très basique. J'aurai peut-être l'occasion aussi de vous faire un podcast là-dessus. Encore une chose par rapport à la Guru Shishya et aux maîtres. Donc moi j'ai eu plusieurs maîtres. Certains n'en ont qu'un toute leur vie. Alors en Inde c'était plutôt comme ça. Parce qu'il y a vraiment ce lien de Guru Shishya. Et puis il faut savoir qu'un Indien qui se formait comme Krishnamacharya, par exemple, a formé Desikachar ou a formé aussi Iyengar, puisque Iyengar était son beau-fils. Il a formé aussi Patabi Joyce. Desikachar ou Iyengar ont commencé le yoga très très tôt, vers l'âge de 5 ou 6 ans. Donc le lien de Guru Shishya va bien au-delà de ce lien que nous, on peut avoir dans ce qu'on appellerait la Guru Shishya chez nous, qui serait plutôt le mentoring entre le professeur et l'élève. Moi, j'ai eu un premier maître qui était pour moi côté méditation, psychanalyse et tout ce qui est le travail d'évolution spirituelle. C'est un psychiatre, c'est même pas un prof de yoga. Puis il y a eu Huguette qui m'a apporté cette capacité à me dépasser, à être beaucoup plus sûre de moi, à savoir que je pourrais y arriver. Et puis, il y a eu Pierre qui est vraiment arrivé dans un moment où j'étais en plein doute par rapport à un parcours déjà très long dans le yoga. Et puis lui, il m'a accueilli et il m'a amené plein d'enseignements que je n'avais pas reçus avant, nouveaux en plus. Donc maintenant, je fais plein de liens, puisqu'il y a quand même la trame des postures classiques et des pranayamas classiques qui se rejoignent, qu'on fasse une école ou qu'on fasse l'autre. Donc la première école que j'ai faite, c'était une école de Hatha Yoga. Donc c'est vraiment du yoga assez statique dans lequel on va aller travailler très fort le souffle et il y a tous ces enseignements philosophiques avec une base des enseignements philosophiques que j'ai reçus là. Et puis chez Pierre, je me retrouve dans une formation Vini Yoga où là on est vraiment plus dans un yoga qui s'adapte à la personne et qui va être approché d'abord dans une manière dynamique pour aller vers une immobilité. En parallèle, Yoga Chikitsa, toujours avec Pierre. Et puis de l'autre côté, il y a Philippe Dinens, qui est sanskritiste et qui transmet avec beaucoup de générosité des enseignements philosophiques qui sont beaucoup plus, pour moi, appuyés sur une base technique, puisqu'il est sanskritiste, sur cette base de grammaire, de connaissances très précises des mots du sanskrit. Alors ça fait 3 ans que j'y suis, je suis toujours dans la soupe. Je pense que s'il y a des collègues qui étudient le sanskrit, qui m'écoutent là à l'instant, ils se disent probablement la même chose. En fait, c'est très très ardu, donc on acquiert certaines choses à force de répéter, de pratique, mais c'est quand même pas notre langue de naissance, hein, donc c'est très très compliqué. Et Philippe a toute cette approche, souvent épaulée par Lucia, toute cette approche des sutras de Patanjali et de la philosophie qui vont être très basées sur la grammaire, mais avec derrière
tous les commentaires de Vyasa et de Bojja au sujet des sutras de Patanjali, qui sont les deux livres les plus anciens, donc qui sont les références qu'on qu'on peut qualifier dans la Smriti, qui sont les transmissions écrites, qui sont les plus anciennes par rapport aux commentaires des sutras de Patanjali qu'on peut avoir, puisque le document Sutra de Patanjali n'existe plus. Et puis, c'est une autre approche que celle que j'ai avec Pierre, qui va être basée très très fort sur les enseignements des sutras donnés par Claude Maréchal, qui est un Européen à qui Krishnamacharya et Desikachar ont demandé de transmettre le yoga pour qu'il soit accessible à des Européens qui ne sont pas nés en Inde, qui n'ont pas l'éducation indienne et qui ne sont pas donc nés là-dedans, nés dans le yoga, et donc pour amener une compréhension beaucoup plus abordable, peut-être moins technique au niveau des traductions sanskrit, mais tout aussi juste, donc c'est très très complémentaire. Voilà, je m'égare un peu de la Guru Shishya, mais j'avais envie de vous parler de ces maîtres. Oh, j'en oublie certainement. Il y a tous ces maîtres qui vous emmènent vers la lumière, vers ce qu'on appelle, ça s'appelle comme mon prénom, enfin mon nom yogi, c'est Jyotishmati Yogini. Jyotishmati, c'est la lumière du cœur, et c'est le nom que mon professeur Pierre m'a donné la première fois que je suis allée en week-end chez lui. On échangeait sur quelque chose. Puis ça faisait déjà 1 an ou 2 que je demandais à l'univers de me donner un nom yogi, parce que j'ai refusé de prendre un nom il y a quelques années. Enfin, je pouvais faire la demande et je ne l'ai pas fait parce que je voulais respecter certaines de mes convictions. Et puis, je lui ai expliqué une sensation physique, et il m'a dit, mais quand tu es dans ça, tu es Jyotishmati. Et j'ai pris ça comme un message et je me suis dit, ok, voilà, tu es Jyotishmati. Donc, mon karma, c'est d'aller, mon dharma plutôt, c'est de trouver Jyotishmati, c'est de toujours travailler pour aller et rester et retrouver cette lumière du cœur que j'ai touchée déjà souvent, pas mal de fois, et dans laquelle je me sens connectée avec énormément de personnes qui me sont très très proches. Et je suis pas dans l'attachement, je suis dans l'amour avec ces personnes. Et là, vraiment, je suis Jyotishmati, je peux le dire maintenant. C'était assez difficile encore il n'y a pas longtemps pour moi, mais ça y est, je le sens, c'est en moi. Il y a aussi d'autres maîtres. Il y a les maîtres de l'ombre, c'est-à-dire que vous êtes amenés, alors ça c'est pas que dans le parcours yoga, hein, on est tous amenés à évoluer spirituellement, qu'on passe par des philosophies yogiques ou complètement autres que ces philosophies-là, des philosophies beaucoup plus européennes. C'est que on rencontre des gens dans notre vie qui nous traversent, qui traversent notre espace pour nous faire vivre des choses pas forcément agréables, mais qui vont nous faire grandir. Alors c'est aussi écrit dans les sutras, donc je vous en parlerai vraiment, vraiment longuement, certainement un jour. C'est qu'il faut pouvoir voir indifféremment et apprendre à avoir une forme de détachement par rapport à ça, pour pouvoir très très vite apprendre à dégager ce qui nous rend plus fort à travers ce qu'on vit, ce que cette expérience vient nous apporter dans notre vie, parce que on dit souvent en fait qu'un événement difficile dans la vie, ou que quelqu'un qui vous fait un sale coup, qui vous fait vivre quelque chose de pas agréable du tout, c'est un cadeau qui a été mal emballé en fait, simplement. C'est que sur le moment, il y a vraiment de la souffrance, c'est brut, ça fait du mal, mais en même temps ça pousse à transformer. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui doit être ajusté. Donc ce sont des maîtres aussi, donc gratitude à ces maîtres qui parfois nous laissent un goût amer sur le moment, ça c'est clair. Donc moi j'ai la chance d'être vachement bien entourée, donc j'ai assez vite, si je suis le nez dans le guidon et dans une forme de déni par rapport à quelque chose de difficile que je peux vivre
en relation avec une personne ou par rapport à une manifestation extérieure ou même intérieure, mais j'ai un petit peu mes amis proches qui me disent attention, sonnette d'alarme, Patricia, là, tu veux pas ouvrir les yeux, il y a un truc, il y a un truc qui est pas juste là, t'es pas bien. Et puis très vite, pouf, bah oui, en fait, non, mais je souffre, là, je suis allée trop loin, j'ai trop donné, je me suis laissée envahir et stop. Mais tout de suite, là, je peux dire stop et mettre un halte là. Et puis après, on peut pas laisser. Ça, c'est Issa Padovani, Isabelle Padovani anciennement, donc il s'appelle Issa maintenant, qui parle de ça. C'est que notre vie et notre coupe d'énergie, c'est un peu comme le Saint Graal, hein. On a cette réserve de prana et d'énergie, et puis quand on est bien, qu'on est juste avec soi, on commence à déborder, et quand on déborde, on peut transmettre. Et puis à côté de ça, ben, il y a des gens un peu dans l'ombre ou des gens qui veulent trop se libérer mais qui n'y arrivent pas, qui viennent réclamer de l'énergie. Donc quand on en déborde, c'est pas difficile d'en donner, mais il y a des moments dans la vie où il faut pouvoir faire retour à l'intérieur et dire maintenant stop, je peux pas donner plus que ce qui risquerait de me mettre en mauvaise santé ou en porte-à-faux. Et dans le monde du yoga et de la prise de conscience, en général, on paye toujours beaucoup plus vite ce genre d'erreur qu'on fait à se laisser absorber par quelqu'un qui vous fait souffrir. Donc, on apprend assez bien, à ses dépens, à dire stop et à se protéger. Donc, j'en profite, c'est aussi un de mes maîtres. Pour la remercier à travers ce podcast, hein. Issa Padovani, c'est quelqu'un qui a aussi transformé ma vie. Je pense particulièrement à cette année 2015-2016 où j'ai découvert Isabelle Padovani, donc qui était une femme à cette époque-là, et j'ai écouté complètement par hasard, qui n'existe pas pour moi puisque le hasard n'existe pas, amour ou crincation. Je pense que c'est un mot qu'elle avait complètement inventé, et puis avec un humour comme un petit peu décalé comme ça, elle explique que on ne peut pas fonctionner dans un couple avec quelqu'un qui ne nous correspond pas à un minimum et à qui on n'a pas envie, avec qui on n'a pas envie de contribuer parce que justement on n'est pas nourri. Et donc ça a été une révélation pour moi de faire la connaissance d'Isabelle Padovani. Donc maintenant je vais l'appeler Issa parce que c'est plus Isabelle, c'est Issa. Issa Padovani, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel pour être une guidance dans cette approche de communication non violente, mais je pense d'abord de communication non violente avec soi-même. Euh, donc elle m'a vraiment beaucoup apporté. Donc je la connais pas, je lui dis bonjour si jamais, et j'aimerais tellement la rencontrer, peut-être faire un jour une conférence avec elle parce que ça pourrait être intéressant de confronter justement la philosophie des Yoga Sutras avec sa vision et qui est déjà très éclairée. Et puis dans son discours, on entend toute cette connaissance qu'elle a à travers ça. Je change de sujet. Donc elle, c'est un maître de lumière. Dans les maîtres de l'ombre, il y a aussi pour moi ces personnes qui sont décédées. Alors je suis pas ésotérico, machin truc. Je suis pas branchée à aller chercher tous azimuts, si je suis accompagnée par des anges, etc. Je vais dire que je n'ai même pas de croyance spécifique par rapport à ça. Par contre, j'ai pu expérimenter que dans des moments difficiles, c'est comme si je me sentais portée par quelque chose dans le dos. Et c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus marquant après la perte de certaines personnes. Ah bah déjà, bon voilà, ça j'ai eu un gros drame il y a une vingtaine d'années dans ma vie, donc j'en parlerai peut-être un jour dans un podcast. Mais là, plus fraîchement et dernièrement, mais alors je regarde la date, on est le 12 avril en 2024. Le 29 février, j'ai vraiment perdu une amie très proche et très chère. Et je ne vais pas tomber dans l'émotion pour vous le dire, mais j'ai encore des moments de peine qui m'accompagnaient dans l'ombre en fait. Elle était toujours là, toujours présente, toujours impliquée. Elle était là dans la création de la SBL sans avoir vraiment de statut, mais elle a toujours été très présente. Elle m'a donné plein de coups de main, toujours dans l'ombre. Comme elle me dit, je vais corriger tes coquilles. Elle me disait toujours, je vais corriger tes coquilles.
parce qu'elle voyait sur mon site internet, parce que je frappe, j'ajoute. Et puis, quand on est concentré sur le contenu, même si je suis assez bonne en orthographe, on ne voit pas les fautes, on ne voit pas certaines fautes qu'on fait. Et se faire relire, c'est important. Donc elle était toujours là pour relire mes flyers, pour plein de choses. Et puis bon, bah, j'ai perdu cette personne très très proche de moi, qui était une de mes élèves en fait. Donc elle était mon élève et pour moi c'était un maître. Ça prend tout son sens pour moi de vous dire ça parce qu'il n'y a pas de notion vraiment de hiérarchie. C'est pas parce qu'on dit un gourou, qu'on dit un maître et qu'on dit un élève, il n'y a pas vraiment de notion de hiérarchie parce que je pense que de chacun des élèves qui est passé par l'école ici, j'ai appris plein de choses. Et elle était juste une élève qui venait au cours hebdomadaire depuis des années. Et depuis sa disparition, bon, j'ai eu énormément de peine forcément au départ parce que bah, j'ai mesuré tout l'attachement dans lequel j'étais par rapport à elle, même si on dit que le yoga c'est la voie du non-attachement. Et puis depuis, j'ai une énergie de fou et c'est comme si j'avais tout le temps la voile dans le dos et qui me pousse à avancer, à faire ce que je suis en train de faire maintenant. Et donc pour ça, ça fait partie des maîtres qui ne sont pas dans la lumière. Enfin si, elle est dans la lumière probablement, mais de l'autre côté. Mais ce ne sont pas des maîtres qui sont forcément présents physiquement à nos côtés pour nous donner des enseignements. Mais ce sont des grandes personnes qui passent dans notre vie et qui probablement s'imaginent ou s'estiment peut-être moins que nous, et c'est l'inverse. En fait, ces personnes viennent vraiment pour nous enseigner, pour nous apprendre. Alors si on parle de Purusha, de Prakriti, de tout ce qui est cosmogonie indienne, du fait que nous sommes des âmes indifférenciées, mais que ça ne passe pas forcément par notre conscience d'être humain, qui gérons toutes nos pensées avec notre mental, ça peut prendre tout son sens. Donc voilà, je voudrais Rib Vero, hein, tu vois, te dire que je sais et je sens que tu es là tout le temps. Et je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté quand tu étais à mes côtés, et je te remercie pour tout ce que tu m'apportes encore maintenant. Quoi d'autre? Je pense que j'ai un peu fait le tour des maîtres de lumière, des maîtres de l'ombre, du principe et de l'importance de la Guru Shishya. Donc si tu as envie de te former, de devenir professeur de yoga ou de te former dans la spiritualité, dans la communication non violente, de faire un parcours d'évolution personnelle tout simplement, c'est important que tu aies à l'intuition pour choisir, pour sentir ce qui t'attire et les raisons pour lesquelles tu es attiré par quelque chose. Donc si tu es attiré par un professeur parce qu'il est performant physiquement, c'est peut-être pas le bon choix que tu fais. Par contre, si cette personne va te nourrir par les enseignements qu'elle te transmet et qu'elle a je dis elle, mais ça peut être il, mais que cette personne, donc elle, a cette vue complètement en bien plus que 8 catégories sur le yoga, donc cette ouverture vers une évolution spirituelle, alors c'est que c'est la bonne personne, parce que le yoga c'est vraiment ça, c'est l'union entre le corps, l'esprit et le mental. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je te propose qu'on se retrouve dans un prochain podcast. Je ne connais pas encore le thème, mais je pense que je vais tout doucement me diriger vers Patanjali et vers les membres de Patanjali pour que peut-être si tu es novice dans les apprentissages du yoga, ça s'éclaire un peu parce que je sais que assez vite, les élèves nous le disent souvent, la première année sont un peu paumés parce qu'on utilise beaucoup de termes relatifs au yoga, tout simplement par respect pour les enseignements anciens et ancestraux. Donc on utilise les termes sanscrits dans une formation sérieuse, qui pour moi est sérieuse de yoga. On utilise les termes sanscrits puisque alors les postures portent le même nom dans le monde entier puisque tout le monde utilise le sanskrit par respect pour ce yoga oriental. Voilà, je te dis à bientôt dans un prochain podcast.
Si tu as envie de retrouver plus d'informations, tu peux toujours aller voir sur le site www.jyotika.asbl.com, JYOTIKAASBL.com, sur le site de consultation individuelle du centre de bien-être sur www.lasourcewellness.com, www.lasourcewellness.com.